C'est un endroit bien connu des joggeurs et des promeneurs. L'Adel est l'une des plus anciennes rivières qui traverse la ville de Lille. Le jour, c'est un endroit tranquille et reposant, mais la nuit, c'est un tout autre paysage qui se dessine. Plus sombre, c'est ce paysage qui sera lié au destin tragique de plusieurs jeunes hommes lillois. On décrivait l'Adel comme un endroit glauque, qui était, voilà, alors que, oui, la nuit, un fleuve, de toute façon, c'est toujours, la nuit, de toute façon, tout est glauque, finalement. Le corps d'un homme sans vie a été repêché hier après-midi dans la Deule. L'homme, un Lillois de 33 ans, a été aperçu face au jardin Vauban. La famille de la victime avait signalé sa disparition à la police quelques heures auparavant. Première disparition, c'est John Annie Anderson, qu'on retrouve noyé en octobre 2010. 4 mois après, donc en février 2011, c'est une disparition inquiétante en fait, qui est celle d'un concessionnaire moto qui fait la une des journaux en fait, parce que c'est quelqu'un de très connu, c'est quelqu'un qui sort beaucoup, enfin voilà. La police lance un appel à témoins pour retrouver Thomas Ducrot. Ce jeune homme de 26 ans a disparu dans la nuit de vendredi à samedi dernier. C'était un jeune homme qui était très festif, qui aimait sortir, profiter de la vie et il en a payé le prix fort. Thomas était dans un état d'ébriété très avancé, il avait consommé des stupéfiants aussi, il partait en soirée, en after, danser. Et il s'est avéré que Thomas s'est rendu compte qu'il n'y avait que 5 places dans la voiture, ils étaient 6. Il a dit à tout le monde, écoutez, c'est pas grave, moi je laisse tomber, je vais rentrer dormir. Tout le monde l'a vu partir dans la mauvaise direction. Et personne ne lui a dit, tu t'en vas pas du bon côté. Ils étaient eux aussi alcoolisés, etc. Et donc ils sont partis danser et ils ont appris la mauvaise nouvelle le lendemain quand on les a appelés en disant qu'on ne retrouvait pas Thomas non plus, quoi. Honnêtement, une fois qu'il est sorti du bar, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Le corps de Thomas sera repêché dans la Deule 18 jours plus tard. Le lendemain matin, le procureur assure déjà et évoque la piste accidentelle. L'autopsie réalisée hier soir a conclu à une mort par noyade. Il n'y avait sur le corps aucune trace de violence. Maintenant, des analyses toxicologiques vont être faites pour déterminer s'il y avait de l'alcool ou d'autres produits dans le corps de la victime. Et 15 jours après la disparition de Thomas Ducrot, arrive celle de Jean Mériadec Le Tarnec, qui est étudiant, lui. Ces 2 disparitions successives, effectivement, là, font monter une espèce de psychose, tout de suite, parce qu'on se dit, qu'est-ce qui se passe ? On enlève les gens, ils sont dans des caves, enfin voilà. J'ai des amis qui ont pris des apparts en dehors de Lille pour ne pas être confrontés à ces supposés meurtres ou à ces gens qui jetaient les gens dans l'eau. C'est une histoire bizarre. Comment on peut retrouver 3 personnes dans la Deule comme ça en si peu de temps ? Bon, ils avaient bu, je suis d'accord, mais quand même. Je suis là parce que je me sens touchée par ces disparitions. Et je crois pas que ce soit accidentel non plus. Voilà. Il y a eu une peur sur la ville, ouais. Notamment les jeunes femmes qui faisaient des footings ne venaient plus faire un footing seules. Le procureur saisit la police judiciaire pour s'emparer de l'enquête. Et si la police judiciaire est mise sur le coup, ça veut dire qu'il y a eu un crime. 7 mois après, l'eau de la Deule fait remonter un nouveau corps à la surface. C'est celui de Lloyd Andrieux, 19 ans, étudiant en communication. On avait une espèce de série morbide, macabre. Est-ce qu'on était sur des cas d'accident, une série d'accidents, ou est-ce que on pouvait parler de crime? Il n'y a pas l'ombre, au départ, de soupçons autour de ça. Mais en tant que journaliste, effectivement, vous ouvrez les portes. Et je vous dis, derrière, la police, elle doit les fermer. La police finira par fermer toutes les portes. Pour elle, il s'agit d'accidents provoqués par l'alcool. Faute de preuves ou de traces de violence, les dossiers sont classés sans suite en juillet 2014. Encore aujourd'hui, les familles n'y croient pas. Leurs proches ne seraient pas tombés seuls, et l'enquête aurait même été précipitée, voire bâclée. Voilà, il y a quelqu'un qui est descendu en lui disant oui, c'est bien, on a retrouvé votre frère ou votre copain, mais laissez-nous faire, on va faire une autopsie puis on reviendra vers vous, quoi. Qui n'ont conclu à rien, qu'il y avait de l'eau dans ses poumons et qu'il était mort d'une noyade. Voilà. J'y crois pas, mais ils ont conclu un accident.
On n'est pas obligé de violenter la personne pour le contraindre à sauter. On se présente vers quelqu'un et on lui dit soit avec un couteau, soit avec un flingue, tu sautes ou on te tue, on saute. N'importe qui fait ça. Le 11 novembre 2011, la musique résonne dans le bar La Chimère. Hervé Rybarczyk, 42 ans, donne un concert avec son groupe de rock-punk, les Ashton. À 3h34, Hervé range son matériel. Des amis à lui proposent de le accompagner, mais il refuse. Il leur répond qu'il va se rendre à pied chez sa compagne Dorothée, qui habite à une centaine de mètres de là. Il ne la rejoindra jamais. Il est repêché une dizaine de jours plus tard. Et ce sera le dernier de cette sombre série. Pour la police, c'est un suicide. Hervé Rybarczyk, il est à part. Pour lui, c'est un suicide. On n'en parle plus. L'affaire est classée, en fait. Pour moi, il ne peut pas s'être suicidé. Parce que j'ai eu des témoignages de ses proches, d'un de ses proches quand il était jeune, qui me donne plusieurs éléments, notamment qu'il a le vertige. Et donc quelqu'un qui a le vertige, il ne se suicide pas en sautant d'un pont. En 2017, c'est une toute autre affaire qui va relancer le dossier d'Hervé Rybarczyk. Lors du procès du White Wolf Clan, le chef du groupuscule néo-nazi, Jérémy Mourin, passe un appel en prison, ignorant qu'il est passé sur écoute. Il explique alors qu'il a fallu tuer un homme, avant d'ajouter « pourvu que le juge n'aille pas chercher trop loin dans ma période lilloise ». Un ancien membre de ce groupe confie à La Voix du Nord « C'était un soir, à Lille, on lui a demandé d'agresser un homme. Il lui a porté des coups, il était inconscient et il l'a jeté à l'eau. C'est un meurtre. » Il s'agirait d'une épreuve pour pouvoir entrer dans un de ces groupes. Un mouvement d'extrême droite plutôt aurait fait comme un rituel d'intégration, de prouver que l'on était capable d'entrer dans un groupe en noyant quelqu'un. Quelques mois après la parution du livre, effectivement, je me livre à des séances de dédicace lors d'un salon du livre. Et à ce moment-là, arrive quelqu'un qui vient et qui me dit « Voilà, j'ai lu votre livre, vous parlez d'Hervé Rybarczyk dans votre livre. » Et il dit « Vous avez raison, parce que contrairement à ce que pense la justice, il dit Hervé Rybarczyk, il n'est pas tombé tout seul. » Alors forcément, j'interroge, je dis « Mais vous êtes qui ?» Il dit « Alors vous ne saurez pas qui je suis, je ne vous donnerai pas mon nom, forcément. Je peux vous donner des noms de personnes qui sont liées à cette affaire. » Et donc il me donne plusieurs noms. Il me donne 4 noms, je crois. Et bon, je dis « Écoutez, on verra. » Et puis il s'en va. 3 hommes sont placés en examen. Ce seraient les agresseurs présumés d'Hervé Rybarczyk. Effectivement, les 3 noms, c'est des noms que cette personne m'avait donnés. 2 sont relâchés. Johan Muth, lui, a un profil plus inquiétant. Ce skinhead est bien connu de la justice, notamment pour une agression dans un bar gay lillois en 2013. Il avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Avec l'affaire des noyés de la Deule, il retourne en maison d'arrêt. Le fait qu'il ait fait une mauvaise rencontre et qu'il se soit bagarré avec ces gens-là, ça c'est avéré, ça a été prouvé par l'enquête de police. Et il y a eu des aveux. L'attente est insupportable. La famille d'Hervé Rybarczyk et des autres victimes espéraient avoir une réponse. À l'époque, Martine Aubry finissait elle aussi par croire à cette hypothèse. J'ai toujours eu un doute majeur et pensé qu'il y avait un ou des pousseurs. 10 ans après, l'enquête est toujours en cours et des zones d'ombre semblent ne pas encore avoir été explorées. Dans la même période, 1 an après, il y a eu 7 victimes de la même manière, 7 personnes qui se sont noyées dans la Garonne à Bordeaux. Pour moi, il y a une piste qui n'a pas été explorée, c'est la piste du légionnaire. Effectivement, il y a une légion étrangère à Lille, qui n'est pas loin de la Deule. Il y a une légion étrangère à Bordeaux, qui n'est pas loin de la Garonne. Et on peut se dire qu'effectivement, un légionnaire qui était en poste à Lille en 2011, en poste à Bordeaux en 2012, pourrait être suspecté. Bon, quand j'en ai parlé au directeur de la PJ à l'époque, ça l'a fait un petit peu sourire. Il a dit « Oh ouais, ça fait des théories des journalistes, voilà, bon, c'est bien, voilà. » Le fait qu'on dise que c'est des gens qui pissaient dans la Deule et qui se sont retrouvés avec la vessie pleine, le fait qu'on sait qu'il y avait des ratonnades sur les homosexuels dans le parc d'à côté et qu'il y avait des gens qui s'amusaient à acheter des gens dans l'eau. Du coup, il y avait beaucoup de faits qui se rejoignent et où il y avait des idées
des idées autour de ça. Pour moi, ça a été caché par des affaires politiques, par des affaires d'enjeux entre la police, la politique, les commissariats. Enfin voilà, pour moi, il y a une affaire qui traîne dans tout ça. Les deux thèses, de toute façon accidentelle ou criminelle, elles se tiennent. À chaque drame dans la Deule, l'affaire des noyés refait parler d'elle et on craint le retour d'un serial pousseur. Pourquoi ferait-il preuve d'une telle violence ? Vous savez, des gens dangereux et complètement irresponsables, il y en a plein dans la société. Alors ça peut être des gens qui ont une problématique psychologique, qui se traduit par une ultra-violence à l'encontre des autres. Je crois que le point commun dans chaque cas, dans chaque histoire, c'est que la victime était très alcoolisée, donc on ne peut pas se défendre. Déjà, se défendre seul contre un groupe d'individus ou contre des gens ultra-violents, c'est pas facile. Mais quand vous êtes vous-même encore plus affaibli dans la situation dans laquelle vous êtes, que faire, à part subir? Il n'y a pas de mobile, c'est effectivement l'espèce de le serial pousseur, le gars un peu dingue, qui pousse les gens comme ça par plaisir, par sadisme, dans l'eau. La plupart des criminels, en général, c'est très rare qu'on ait des criminels complètement fous, quoi. Un an après, 2 femmes sont retrouvées noyées dans les mêmes circonstances. 2 jeunes femmes qui sont mortes l'année suivante, noyées aussi à 15 jours d'intervalle, et qui là n'ont pas du tout fait l'objet de une de journaux. Petit à petit, au fil du temps, tout cela s'estompe. Et puis, jusqu'au jour où, je l'espère pas, mais on risque de vivre ce type de mésaventure. Un soir de la braderie 2017, 2 trentenaires ont affirmé avoir été poussés dans la Deule. Ils ont été sauvés par des CRS qui patrouillaient en Zodiac. Le pousseur serait-il de retour ? Existe-t-il seulement ? Et s'il s'agissait d'accidents ? Des noyades accidentelles, forcément, vous ne voulez pas y croire. Vous avez, on est tous faits de la même manière, du même bois. Vous savez, un accident, on a manqué de vigilance, on a manqué de prévoyance. Peut-être que quelque part, ils se rassurent d'une certaine façon en imaginant que ce n'est pas la responsabilité de leur fils ou de leur fille. Aujourd'hui, les doutes restent et des familles attendent des réponses. D'autres ont abandonné. J'ai eu l'occasion aussi de rencontrer la fille d'Hervé Ribarzik. C'était horrible de penser que quelqu'un avait tué son père, en fait. Pour elle, c'était inentendable. Et je pense que pour toutes ces familles, c'est ça qui doit être horrible, c'est de se dire peut-être que ça a pu arriver et on ne sait pas. Et ne pas savoir, je pense que c'est encore pire que de savoir. On ne peut pas faire son deuil quand on ne sait pas. Je pense très rarement à mes parents, à mon frère, etc. Parce que la vie continue, quoi. On a pris cette décision de ne rien faire. On vit, c'est déjà bien.